On va écouter juste Éric Zemmour qui lui avait choisi Calais pour faire un contre-discours à celui d'Emmanuel Macron. Il parle lui de l'Europe qui n'est pas une nation selon lui. Écoutez-le. La réalité, c'est que contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, l'Europe n'est pas une nation. J'ai noté dans son discours pour évoquer les deux guerres mondiales du XXe siècle, il parle des guerres civiles de l'Europe. Comme si l'Europe était une nation et que l'affrontement entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre n'était qu'une guerre civile. Emmanuel Macron se trompe. Les nations existent. Les nations sont la réalité de l'Europe. Elles sont même l'expression de son génie, car l'État-nation est une invention européenne et plus particulièrement une invention de la France et de l'Angleterre. Voilà pour Éric Zemmour. On va rejoindre à Calais Gauthier Lebret, notre journaliste, avec Sacha Robin. Gauthier, il y a eu une fin de déplacement assez mouvementée pour Éric Zemmour à Calais, c'est cela? Fin de déplacement mouvementé pour Éric Zemmour ici à Calais, un déplacement écourté ou plutôt terminé sans la presse. Il n'y aura pas d'images filmées par nos caméras d'Éric Zemmour sur des points où se trouvent des migrants, des clandestins. Et pourquoi ce déplacement a été mouvementé? Lorsqu'Éric Zemmour échangeait dans le restaurant derrière moi avec des membres des forces de l'ordre, une trentaine de manifestants se sont rassemblés pour protester contre sa présence et pour lui reprocher la condamnation de cette semaine. Et les équipes d'Éric Zemmour soupçonnent un journaliste d'avoir informé les manifestants. Après, on a pu échanger avec ces manifestants hors caméra et effectivement, ils ont reconnu que c'est bien un journaliste qui les a informés du lieu où se trouvait Éric Zemmour et qu'ils l'ont pisté tout au long de cette journée. Alors un peu plus tôt dans la journée, Éric Zemmour était au port de Calais où il a échangé avec le patron du port et un peu plus tôt encore, il était à l'endroit où se trouvait l'ancienne jungle de Calais et c'est là qu'il a fait son fameux discours, sa réponse directe à Emmanuel Macron après son discours de Strasbourg. Il lui a reproché un discours déconnecté, le discours d'un ancien élève de l'ENA. Éric Ciotti, est-ce que le symbole de Calais est un symbole important dans la lutte contre l'immigration illégale? Pas forcément, c'est pas là que ça se joue. Je le disais tout à l'heure. Calais, c'est un point de passage vers la Grande-Bretagne. Ce qui se joue en matière migratoire, c'est aux frontières externes de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est une civilisation. On était à Athènes. Nous avons ses origines. L'Europe, c'est la civilisation gréco-romaine, c'est la civilisation, ce sont nos racines chrétiennes. Ce sont les Lumières. C'est une civilisation, mais là où je le dis aussi, ce n'est pas une nation. Voilà, moi je crois aux États-nations. Je suis opposé à une Europe qui effacerait nos identités, nos racines, ce que nous sommes, notre histoire. C'est un peu la vision d'Emmanuel Macron et l'affaire du drapeau sous l'Arc de Triomphe, qui a été souvent... Valérie Pécresse a dit des choses, elle a été attaquée pour cela, mais on était finalement un peu dans ce que nous voulons faire et dans la différence avec les autres. Pour Emmanuel Macron, c'était que le drapeau européen. Pour nous, c'était le drapeau européen et le drapeau français. Comme l'avait fait Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait présidé l'Union européenne. C'était ça. Nous n'effaçons pas la France. Nous sommes européens. L'Europe peut porter des projets concrets, je pense à l'Europe de l'espace. Il faut avancer sur certains sujets où aujourd'hui le bon périmètre c'est l'Europe, mais pas une Europe qui abolit notre histoire, qui efface notre identité, nos racines, nos cultures, nos nations. Alors Alexandre Devecchio et après là encore, je crois volontiers Éric Ciotti, d'autant plus qu'il est sur ces positions-là de manière constante. Maintenant, je note en tant qu'analyste que pour ce qui est de la droite, LR dans son ensemble, c'est beaucoup plus ambigu. Il faut rappeler l'histoire. D'ailleurs, elle est alliée avec des centristes qui ont une vision, à mon avis, pas très éloignée de celle d'Emmanuel Macron. Du reste, ils ont voté petit à petit tous les traités, toutes les mesures qui ont permis à l'Europe d'être non pas tout à fait un État fédéral, non pas une confédération, c'est-à-dire une Europe des nations, mais un espèce de machin, comme dirait le général de Gaulle, supranational, où des fonctionnaires, une commission
pondent un certain nombre de normes qui ensuite sont traduites dans les parlements nationaux. Est-ce que la droite a vraiment la volonté de bousculer tout cela? Je dois vous dire, Éric Ciotti, que je n'y crois pas totalement, puisque je suis un peu échaudé par des années où elle a accepté cette construction européenne dont on paye aujourd'hui les conséquences. Alors, réponse, et après Jean-Claude. Nous avons la conviction qu'il faudra réformer cette construction. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe a atteint ses limites. Et moi, je veux porter aussi cette voix, si on ne veut pas de nouveau Brexit, qui est le constat d'un extraordinaire échec de l'Europe quand même. Je ne ferai pas de procès en responsabilité, mais c'est le constat que quelque chose n'a pas fonctionné, d'avoir laissé partir la Grande-Bretagne, cette nation qui est la première puissance militaire avec la France, qui était la première puissance de l'Union européenne, qui reste une puissance militaire, un allié important, puissant. C'est une faute. Une question très il y a concrète. des responsabilités britanniques, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas demain qu'on ait ce débat ailleurs. Donc, pour cela, sur les questions migratoires, sur les questions économiques aussi, on a aujourd'hui, je prends un exemple, le débat sur les prix de l'électricité. On est sous le coup de la directive énergie qui impose que la tarification électrique, de l'électricité, elle soit notamment basée sur un mix énergétique où il y a du gaz. Alors que si nous avions une politique tarifaire nationale, alors qu'on a une souveraineté de production de l'électricité grâce au nucléaire voulu par le général de Gaulle, on aurait un prix beaucoup plus faible. Je vous coupe parce que là, des choses vont être décidées sur la taxonomie. Et c'est là où il faut réformer. Européenne. Absolument. Qui peuvent apparaître, et il faut modifier cette taxonomie. Oui, qui peuvent apparaître d'un côté une bonne chose pour la France, puisque l'Europe semble accepter finalement le nucléaire. Oui, mais il va y avoir des contreparties, des contrôles de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas un jeu de dupes en quelque sorte? Effectivement, l'Europe accepte de considérer le nucléaire comme une énergie verte, mais en échange, l'Allemagne va pouvoir aller voir ce qu'on fait dans nos centrales nucléaires, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que finalement, c'est pas un abandon de souveraineté déguisé? Est-ce que c'est une vraie victoire de Macron? Ça, c'est une question concrète. Et la deuxième, c'est sur Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, qui dit, lui, moi, je suis pour un grand saut fédéral, et je suis par exemple sur toutes les questions liées aux affaires étrangères, à la politique diplomatique, faire qu'on arrête l'unanimité et qu'on passe à la majorité, ce qui mettrait en minorité la France. Là, concrètement, que va dire Valérie Pécresse face au chancelier? Pardon, je vous ai posé deux questions. On fait la première déjà. J'aimerais bien. Je crois que l'intérêt du temps à venir, c'est justement d'avoir une présidente de la République qui retrouve de la crédibilité. Emmanuel Macron s'est beaucoup discrédité en Europe. D'abord, il n'a pas réussi à mettre de l'ordre en France, y compris dans les comptes. On est parmi les plus mauvais élèves de l'Europe en matière budgétaire, en matière de dette, en matière de dépenses publiques, en matière d'impôts, en matière de déficits commerciaux. Malgré la communication outrancière du gouvernement, on est quasiment le plus mauvais élève de la classe économique. Donc le plus mal placé pour donner des leçons à tous les pays d'Europe, avec une forme d'arrogance qui a été la condition de l'impuissance. Le préalable, c'est être fort en France pour porter une voix qui soit à nouveau écoutée. Aujourd'hui, les pays qui sont écoutés, c'est l'Allemagne avec le Benelux, ce qu'on appelle les pays frugaux. C'est vrai, c'est la stratégie française d'être le bon élève. En pensant que l'Allemagne va faire des concessions, ça n'a pas été le cas. On a perdu de l'influence. Donc il faut retrouver cette influence. Il faut aussi s'appuyer sans doute sur d'autres pays. L'axe franco-allemand, tel qu'on l'a connu, doit être sans doute revisité. En tout cas, personnellement, je le dis. Il y a de nouveaux pays qui montent en puissance, des pays qui ont été un peu marginalisés, qu'il faudra écouter, sur lesquels il faudra s'appuyer. Je suis contre la fin de l'unanimité. Je suis contre le fédéralisme. Et sur l'énergie, je pense que ça sera le chantier prioritaire du nouveau président de la République. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté énergétique, notre souveraineté tarifaire. Aujourd'hui, on est en train de détruire EDF
parce qu'on est soumis à cette tarification et à cette libre concurrence qui impose, ce qui est une folie absolue. On impose à EDF de vendre à ses concurrents qui n'ont pas participé à la construction des centrales nucléaires de l'électricité qui est achetée 160 euros le térawattheure et qui va être vendue aux concurrents d'EDF de façon obligatoire 42 euros. Tout ça à la charge du contribuable. Donc il faut revoir l'ouverture à la concurrence. Une dernière question, Jean-Claude, peut-être une minute 30. Un petit mot peut-être, si on cherche bien en faveur de l'Europe. Le président de la République, en tout cas dans son discours de ce matin, a mis au bilan positif de l'Europe la politique sanitaire, les vaccins et, c'est peut-être le plus important, eu égard à la situation économique, je partage votre jugement, néanmoins l'argent est venu. Par milliards et milliards, un jour ou l'autre on peut rembourser, mais en attendant, l'Europe et la Banque Centrale Européenne a ouvert les vannes et nous a permis quand même de maintenir la tête hors de l'eau. Est-ce que vous, au moins vous êtes d'accord sur l'aspect relativement positif de l'Europe sur ces deux points? Absolument, sur cette politique monétaire. Si nous avons traversé cette crise de façon qui a sauvé les entreprises, c'est dû à la politique de Mario Draghi. Ce que n'avait pas bénéficié Nicolas Sarkozy au temps de la crise de 2009, parce que nous devions gérer des contraintes beaucoup plus fortes. Donc c'est cette politique qui l'a autorisé, mais aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui, pour la première fois, les taux d'intérêt sont devenus positifs sur les obligations en Allemagne. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter, parce que l'inflation est de retour. Et ça veut dire que là, pèse sur nous, alors que nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, une hypothèque considérable. Il y a 15 ans, le niveau de la dette française était à peu près au niveau de la dette allemande. Aujourd'hui, il y a 40 points d'écart. Allez, merci beaucoup. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Eric Ciotti est revenu ce soir dans Punchline. Alexandre Devecchio, Karim Zeribi et Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline, la suite. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.